infiniment grand et fascinant. Un cosmos plein de mystères qui éveille depuis des millénaires l'intérêt passionné des humains. Des générations de savants ont essayé de décrypter l'inexplicable. À la recherche de l'origine de la matière, les frontières se sont estompées entre la connaissance scientifique et les modèles de pensée philosophique. Voici plus de 2000 ans, les philosophes de la Grèce antique ont essayé de percer les secrets de la nature. Ils ont créé un concept qui allait modifier durablement le monde, celui de l'atome, de l'indivisible, l'élément le plus petit de la nature, celui qu'on ne peut pas scinder, mais ils n'ont pas pu prouver l'existence des atomes. 2000 ans plus tard, on observe la nature avec soin et on découvre ainsi des lois générales. On réussit à expliquer et à décrire des phénomènes naturels, parfois même à les prédire. On effectue même un pas de plus. On conçoit des expériences qui traduisent la nature en chiffres et nombres. C'est la naissance des sciences dites naturelles. John Dalton se sert de cette méthode pour donner à l'idée de l'atome un sens scientifique. Et contrairement au créateur grec du mot, il ne se contente pas de supputations. À l'aide de la balance, il essaie de découvrir les lois régissant les réactions chimiques. Dalton définit les éléments chimiques comme des substances composées d'une seule espèce atomique, d'atomes qui sont tous de même taille et même poids. Dalton représente les atomes sous forme de cercles. Lors des réactions chimiques, les atomes ne se modifient pas, ils s'ordonnent simplement différemment. Comment les atomes sont reliés entre eux? Dalton n'en sait rien, il spécule car il ne peut pas voir ces atomes. L'épaisseur d'une pellicule d'huile permet à l'époque déjà de se faire une idée de la taille des atomes. Il devait être plus petit qu'un millionième de centimètre, minuscule donc. Le 19e siècle est placé sous le signe du progrès scientifique et technique. L'homme apprend à tirer profit des connaissances acquises sur la nature. Il exploite les richesses minières et apprend à éclairer la nuit. Vers la fin du siècle, il a recours pour cela au courant électrique. Impossible d'arrêter le progrès. Pourtant, vers 1900, il n'existe toujours aucune preuve de l'existence des atomes. Certains scientifiques doutent même de leur existence, et ceux qui y croient doivent se contenter, provisoirement encore, des faiblesses d'un modèle reposant sur des boules dures. Il n'est toujours pas possible d'expliquer certaines observations ou questions. Qu'est-ce qui détermine la structure des cristaux? D'où proviennent les combinaisons chimiques? Et la couleur des objets? Des questions restées sans réponse jusqu'ici. Finalement, tout semble indiquer que les atomes, contrairement à l'acception première du terme, sont divisibles, puisqu'ils se composent de particules encore plus petites. En 1897, Joseph Thomson découvre l'électron, une particule qui est plus petite et plus légère que le plus léger des atomes. En 1904, Thomson conçoit une maquette de l'atome intégrant l'électron comme composant élémentaire. Selon ce modèle, les électrons de charge négative sont entourés d'une masse de matière de charge positive, un peu comme les raisins de Corinthe dans la pâte d'un gâteau. Mais la valeur scientifique de ce modèle à raisin est très limitée. Son utilité principale réside dans le fait qu'il incite les physiciens à se pencher sur le problème de la structure de l'atome. De fait, de nombreux jeunes scientifiques viennent travailler au laboratoire de Joseph Thomson. Et parmi eux, un Néo-Zélandais, Ernest Rutherford.
En 1911, Rutherford utilise la radioactivité pour examiner les atomes aux rayons X. Il projette des noyaux d'hélium de charge positive sur une feuille d'or composée de quelques centaines de couches d'atomes. Il note avec surprise que seules quelques particules sont déviées par la feuille, la plupart traversant cette feuille sans difficulté. Rutherford en conclut que les atomes ne peuvent pas être des boules massives, mais qu'ils se composent en grande partie de néant. C'est dans des cas extrêmement rares que les particules déviées semblent heurter quelque chose. Partant de ces observations, Rutherford conçoit une maquette atomique. La presque totalité de l'atome se concentre dans un minuscule noyau nucléaire de charge positive qui est largement entouré d'électrons. Pour que les électrons de charge négative ne soient pas attirés par le noyau positif, ils doivent évoluer sur une orbite, un peu comme les planètes autour du Soleil. Mais le modèle de Rutherford présente une erreur décisive. Les électrons gravitant autour du noyau devraient, selon les lois de l'électrodynamique, émettre de l'énergie en permanence et se précipiter vers le noyau. Ainsi donc, les atomes ne devraient pas exister du tout. Mais comme nous vivons dans un monde relativement stable, le modèle de Rutherford devait être erroné. L'idée décisive pour la solution du problème est due à un physicien danois, élève de Rutherford, Niels Bohr. Un modèle plus exact devait être en mesure non seulement d'expliquer la stabilité évidente des atomes, mais aussi de décrire comment les atomes émettent de la lumière. Il devait, par exemple, pouvoir expliquer comment naissent les lignes du spectre de l'hydrogène. C'est à cela que s'attache Niels Bohr. Il attribue aux électrons des orbites d'énergie variable. Une orbite présentant un grand rayon possède beaucoup d'énergie. Un rayon plus faible, moins d'énergie. Si un électron tombe d'une orbite extérieure sur une orbite intérieure, il perd un peu de son énergie qu'il dégage sous forme de photons, une lumière d'une énergie déterminée qui apparaît dans le spectre sous forme de lignes très précises. Le modèle de Bohr permet aux électrons de se maintenir sur les orbites qui leur sont réservées, mais sans devoir émettre d'énergie. Bohr ne peut pas apporter la preuve de ses hypothèses. Il justifie son modèle atomique en disant qu'il répond aux observations des physiciens et qu'il peut expliquer au moins le plus simple de tous les atomes, celui de l'hydrogène. En 1915 et 1916, le physicien allemand Arnold Sommerfeld complète le modèle atomique de Bohr en affirmant que les électrons se meuvent sur des orbites elliptiques. Cette explication de la structure atomique permet de comprendre le fondement physique du système périodique des éléments chimiques. Partant de l'atome d'hydrogène, on peut déduire tous les autres éléments chimiques en remplissant les coquilles l'une après l'autre d'électrons. Le système périodique des éléments s'explique ainsi par l'ordonnancement des électrons. La terreur nazie entraîne de profonds bouleversements politiques et sociaux. De nombreux physiciens atomistes, souvent d'origine juive, sont obligés de quitter l'Europe et se réfugient aux États-Unis. Face aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, la physique nucléaire commence à perdre son caractère purement scientifique. Niels Bohr incite les autorités britanniques et américaines à devancer les Allemands dans la construction de la bombe atomique. Les physiciens deviennent alors des atomistes. 180 000 personnes travaillent sur la bombe atomique américaine, créant ainsi l'arme la plus mortelle et la plus horrible de tous les temps. 1945. On crée, non loin de Genève, le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, qui regroupe 13 nations désireuses de sonder en commun les mystères de la matière. Une chose est étonnante, plus l'objet de la recherche est petit et plus les expériences sont importantes et coûteuses. On sait en 1945 que le noyau nucléaire se compose de particules plus petites appelées protons et neutrons.
On s'efforce dès lors de découvrir des particules encore plus petites qui seraient les éléments constitutifs de la matière. Dans d'immenses accélérateurs, les particules chargées électriquement, électrons, protons ou noyaux nucléaires légers, sont projetées à des vitesses extrêmes atteignant presque parfois la vitesse de la lumière. Des aimants gigantesques maintiennent les particules sur leur orbite et des équipements spéciaux focalisent les rayons de particules. Lorsqu'une particule heurte d'autres particules, on obtient des indications sur la structure de ces particules. On s'interroge souvent sur l'utilité de ces énormes efforts financiers et scientifiques. L'une des raisons majeures est de satisfaire la curiosité de l'homme et de lui permettre de décrypter les derniers secrets de la matière et de la nature. Mais ce n'est pas la seule raison, car nous tirons des profits pratiques de cette recherche fondamentale. La supraconductibilité, le phénomène du transport du courant électrique sans perte, profite à la médecine. Les aimants supraconducteurs sont utilisés en tomographie à résonance magnétique. Les rayons laser ont quitté depuis longtemps les laboratoires de recherche et sont entrés dans notre vie quotidienne. Ces rayons laser naissent lorsqu'on incite les atomes à émettre leur lumière en phase, c'est-à-dire de manière synchrone. Si l'on veut comprendre ce qu'est un laser, il faut se pencher, comme l'a fait Niels Bohr, sur les contenus énergétiques des électrons au sein de l'atome. Extrait de la masse liquide, voici un monocristal parfait de l'élément silicium. Nous en connaissons les propriétés électriques et nous pouvons les modifier en le rendant volontairement impur avec des substances dites de dotation. On peut ainsi créer des secteurs microscopiques présentant des propriétés électriques définies. C'est ainsi qu'on peut placer des millions de transistors sur une surface à peine aussi grande qu'un timbre-poste. Une technologie qui a modifié notre vie et qui n'est certainement pas arrivée au bout de ses capacités. Les structures se font de plus en plus fines et complexes, et parallèlement les outils se font de plus en plus précis et raffinés. Avec des aiguilles dont la pointe se compose d'un seul atome, on peut palper des surfaces, et au microscope à balayage électronique, on peut voir les cristaux se former. Le cristal croît, couche d'atomes après couche d'atomes. La même méthode permet même de rendre visibles les atomes. Chacun de ces monticules est un atome. Et si les atomes nous sont familiers, nous le devons essentiellement au père de la théorie nucléaire moderne, à Niels Bohr.